that the Annalise scholars did insist on was real methodological rigor, particularly the systematic mobilization of statistical data. And a crucial source for them here was wills. It's been estimated that in 16th century Paris, about 5% of people made a will. By the 18th century, in the early 18th century, that was about 18%. Now, on the Gold Coast, that part of West Africa that would become Ghana, the literate coastal elite were making wills by about the middle of the 19th century. More extensive collections emerge by about the 1880s, but I think numbers of people who were making wills and last testaments were probably similar broadly to those of 16th century Paris, perhaps about 5%, and that's even in the coastal towns. Now, as we see these Annalise grand narratives emerging, more fugitive and fragmented sources were also being used to tell quite different stories of dying. Richard Cobb's Death in Paris, for example, was about corpses fished out of the river, bodies found in streets, suicides, what the dead wore, other markers of identity, and more recently, Arlette Fage's 2003 Le Bracelet de Parchemin, the parchment bracelet, the little pieces of paper that the mortuary assistants in Paris fastened on to dead bodies, points to thinking about death and identity, and I think to the receding of these grand narratives of earlier periods. Now, as we see from Eric's research, this research was extended back in time to the early modern period and the Middle Ages and to the ancient world, and indeed forward in time now, beginning to look at the 19th and 20th century. And much of this earlier work, I think Eric's, for example, actually can tell us a lot about the methodological problems about thinking about death in Africa in terms of source constraints and other issues. Now, in the 19th and 20th century, these historical processes have become increasingly entangled. As colonial states mounted a sustained assault on forms of death and dying they considered to be improper. Human sacrifice was particularly important in sub-Saharan Africa, and we can make comparisons here with the British campaign against sati, ritual widow burning in India, the threat of death by putting people in fetish, by uttering ritual oaths, something I'm going to talk about a bit in a minute, house burial, the casual disposal or the physical abuse of corpses, of slaves, and other people who were deemed to have died a bad death, for example, women in childbirth. All of this was entangled with a contest over the control, of course, in the 19th century of capital punishment. So violence, as we've horribly seen last night, is an important aspect of thinking about the history of dying. Now, at the same time, all of this was entangled with two grand narratives, that of the advance of biomedicine in the ordering of what had hitherto been seen as an anarchic death, and of course the eschatological revolution brought by Christian missionaries, which profoundly changed West African notions of the afterlife. Now, in terms of my broader project, it is at least in large part a story of encounter between Africans and Europeans, particularly the further back we go. I've begun in the 17th and 18th century, and my focus is the littoral of the Gold Coast, particularly the hybrid port towns where the English, the Danish, the Dutch, and indeed more ephemerally other European powers operated their trading operations, and which emerged as fascinating hybrid nodes of cultural encounter. By this point, by the 18th century, the Akan kingdoms of the forest interior begin to come into purview. This area, of course, from the late 1600s, dominated by the great Asante Empire, the apotheosis of Akan state building and imperial statecraft. Now, the history of death on the coast, of course, also involves a key, what we call circum-Atlantic dimension, as our colleague Joseph Miller wrote in a famous book called Way of Death. That's exactly what the slave trade was. It was an industrialized way of
death. So configuring notions of slavery and death into the story is important. And indeed, histories of Akan perceptions of death can, with care, be reconstructed from Akan communities in the Americas and taken back with care, as I've said, to West Africa. Evidence from this era, of course, is fugitive and heavily mediated, but it's there, and it includes a series of documents I recently found in the National Archives in London, which seem to be Ghana's oldest death certificates, a dozen or so fragile slips of paper dating from 1752, recording the deaths, all of slaves. Slaves, of course, were property, so their demise was far more important in a way to the trading companies than the demise of free people. And it's been noted in the comparative literature just how important the certification of death is as a symbol of the medical construction of the end of life is essentially located within the body. By the 19th century, we see a marked expansion in the evidential record as the inchoate British colonial state on the coast deepened and extended its reach into the lives and the deaths of its African subjects. From the 1830s, sustained missionary presence meant that Christianity and its eschatological doctrines began to impact upon perceptions of the afterlife. From the 1880s, we begin to see often quite intense confrontations and conflicts over the meanings of death, particularly over burial in the coastal towns. Plus, of course, by the 1860s or 70s, new media began to emerge which reflected upon dying, in particular Ghana's vibrant newspaper culture. Let me now tell a story, and I want the story to, as I said, be used as a prism through which we can refract some of these ideas just to get a sense of some of the possibilities of thinking about death and dying. And I take my story from a period that lies on the cusp of my first two periods of interest, that is the 18th century world dominated by the slave trade and the emerging 19th century world dominated by the end of that trade and the rise of so-called legitimate commerce. And it's a story of love, it's a story of death, and it's a story about the power of the word, the potentially deadly power of the spoken word. And it's a story about a young woman named Adumisa. T. Bowditch was a key figure in the history of Anglo-Asante encounter in the 19th century. He was a member of the first group of envoys that traveled to Kumasi in 1817, and his mission from Cape Coast Castle to Ashanti, published 2 years later, is perhaps the single most valuable written source for the pre-colonial history of the Asante Kingdom, including much valuable material on deathways amongst the Akan. My concern, however, is neither with Bowditch nor with Asante, but with his wife, and with Cape Coast, the shanty town and headquarters of the British African Company's forts and settlements from where Bowditch set out on his epic journey in 1817. Now, Bowditch sailed to the Cape Coast as a writer in the African Company in 1815, an appointment he secured through his uncle, John Hope Smith, who was an officer of long-standing presence on the coast, who in 1816 became the governor-in-chief. That year, Bowditch was followed to West Africa by his wife of 2 years, Sarah, and their young daughter. There she remained for almost 2 years before the family returned to England in 1818, Bowditch having fallen out with the company after the failure to secure a treaty with Asante. He died later on an expedition to the Gambia River in 1824, and as recently noted by our colleague Tom McCaskey, Sarah would play a key role in securing his posthumous reputation. Now, in 1825, the young widow was asked by a publisher of a London annual called Forget Me Not to write a story about her experiences in Africa.
And the story she delivered was duly titled Adumisa. Adumisa would subsequently appear along with other highly romanticized accounts of the Gold Coast and elsewhere in West Africa in Sarah's Story of Strange Lands and Fragments from the Notes of a Traveller, published in 1835 under the name of Mrs. R. Lee. She had subsequently married. Now, in the corpus of 18th and 19th century European travel writing on Africa, Stories of Strange Lands is little known. It was touched on very briefly in a couple of articles by pioneering historians of the Gold Coast, and has more recently been examined by Silke Stickrot in a very short work published in Berlin a few years ago. Now, that Stories of Strange Lands is so little known may be due to its highly problematic nature as a historical source. As Silke notes, some of the stories are founded on the experiences of real persons or on legends which Sarah had been told in West Africa. These were embroidered with a mixture of additional information and some fantasy. Now, let me clarify that point. The main text of these stories themselves are highly romantic with occasional fantastical, even Gothic elements. Yet they're supported by what one can only describe as a robust, scholarly, critical apparatus with detailed footnotes of an altogether different and almost scholarly tone, which undoubtedly contain very highly valuable historical and ethnographic material. The story of Adumisa, for example, is accompanied by a lengthy exposition on the use of cosmetics by Fanti women, providing valuable data on issues of bodily comportment, decoration, sexuality, and what we could call embodied identities. I think this is important because an understanding of live bodies is necessary before we start to think about an understanding of dead bodies and the process by which one rises from the other. And it's interesting to note here that Sarah Bowditch's writings are only the second written by a woman, a European woman, in the slave trade era, and there's no doubt there's an interesting gendered angle to what she has to say. She was aged 25 in 1816, but there's no doubt that she was a keen observer of local society. Let's turn to the story of Adumisa. Sarah opens her account with her perambulating through the streets of Cape Coast with her servant Dombe. The servant points out to her the family house of Adumisa, that is Ajua Amisa. The name that has been contracted. Dombe, what missy? You know here of Adumisa, who pass all woman handsome that black man ever saw. White man think her handsome, men die for her. They like her too much. A very accurate account, actually, of the idioms of Gold Coast English. Sarah writes, my curiosity having been excited, I made several inquiries both of mulatto women and Europeans and collected the following history, which is well known throughout Fantiland and the neighboring nations. Now, Adumisa was the daughter of a prosperous Cape Coast merchant. She was red-skinned, that is koko in a can. She was strikingly beautiful and giving to parade about the town, bedecked in rich clothing and gold jewelry. I had been assured by Europeans, Sarah writes, that they never saw a finer form nor a sweeter countenance, but her coldness to and rejection of her suitors was proverbial. So an interesting example here of the very important sexual and marriage relationships between African women and European men on the Gold Coast. Adumisa's father, however, determined that she must marry and decided to favor the suit of one Amoise. Not wishing her carefree life to end, Adumisa secretly consulted a so-called fetish priest, that is an akomfo, named Adu, and entreated him to make, and I quote here, her father believed that the fetish had commanded her not to marry until she did so with her own consent and desire, and that if the father should persist in disobeying this mandate, sudden death would be the consequence of one or more members of the family. Emboldened by this ritual sanction, and it should be stressed here that it is completely in line with well-documented ethnographic reality, Adumisa disobeyed her father and rejected the advances of Amoise, who declared, I will have you forever, but I will not die unavenged.
Now, in terms of our African American blues music, I think we know where the story is going. The narrative thrust, the tenor of the account with its entanglement of thwarted love, inevitable death, and the supernatural is strikingly similar to the eerie British broadsheet ballads of the Elizabethan period and later, which crossed the Atlantic and resurfaced as 78 RPM recordings in the Appalachian Mountains in the 1920s and 1930s, performed by both black and white musicians. And I see them, as I said, as forming a kind of counter-hegemonic reflection on death, which challenges ideas about modern, particularly American, ways of dying. But to return to our story, sure enough, Amoise takes his own life, declaring before shooting himself, I die, my blood will be upon Adamisa's head, my family will revenge me. Then we find one of Sarah's carefully considered ethnographic footnotes. This is the most solemn oath that can be taken. Many suicides are committed on the head of an enemy when revenge is sought. The person thus addressed is then looked upon as the murderer of the self-devoted criminal, and not only the law but the relations pursue the survivor with the utmost severity and rancor. Vainly hoping to appease Amoise's family, Adamisa's father made a large financial contribution to his funeral. But his father and the local elders demanded that the affair be settled, asking, for any young man of your family who will die for you, we will then see if my nephew's angry spirit, which now roams unavenged, will be appeased. Sarah, a youth, destitute of parents and indebted for his life to his relative Adamisa, offered himself as a willing sacrifice, providing he was buried with extraordinary pomp, and plenty of gold was put in the grave. Sarah annotates this point. All the wealth buried with the dead accompanies them to the next world, and the soul is blessed according to the value of the property it takes with them. Again, a broadly correct observation. There's many interesting archival references to grave robbing involving the robbery of interned gold in graves, and going back to the early 18th century. This retainer, this family slave, indeed took his own life, but other family members were then killed in an ongoing cycle of revenge killing, a cycle which the noble Adamisa determined to terminate by taking her own life, announcing publicly in the marketplace at Cape Coast that she would shoot herself on a given day. Elaborate preparations were made, including the construction of small huts of palm leaves for kin to sleep under. Sarah explaining again correctly that the nearest relatives of a deceased person never sleep in the house for 6 weeks after the event. The fatal day arrives. 300 men armed with muskets were stationed throughout the house. The slaves, all dressed in dark blue, formed the inner circle. The younger relatives were covered with white chalk. Sarah's footnote here on the elaborate Akan color scheme and its importance for funerary celebration is absolutely fundamental. Adamisa then shoots herself in the heart. Then, a tantalizing note. I have had this description of the scene from my uncle, that is the Governor John Hope Smith, who had been admitted to this solemn ceremony. Sarah did not herself witness these events. She was told about them by others, including Smith. The account concludes with a description of the complex funeral rites of Adamisa and her father, who also took his own life in despair, including the public display of their richly adorned, gilded bodies that were sat upright in chairs for 3 days before their burial under the floors of the family house. Now, a key question emerges. The framing material of the story clearly contains valuable historical material, but what of the central narrative? Was Adamisa actually a historical figure? Did this actually happen? If so, how closely can Sarah's account be seen as corresponding to reality?
again, I turn to my French analyst scholars to help me disentangle this story. If we look at Manuel Leroy-Ladure's Love, Death, and Money in the Pydoc, he deals in this very famous book with just this problem, disentangling fact from what would become folklore. Sarah notes that John Hope Smith himself witnessed the events, but my search in the Public Record Office in London has unfortunately so far failed to turn up any supporting documentation from Smith's papers that are very dispersed and very difficult to follow. Yet T.E. Bowditch himself provides an abbreviated account of Ademeisa's death as part of his survey of crime and punishment in Asante, in mission from Cape Coast to Ashanti, which includes important material on monetary fines, capital punishment, and a variety of suicides involving oaths sworn on the head of another. Now, this latter is the crucial context for what we're looking at here. I quote from Bowditch now. If a man swears on the king's head, then another must kill him, which is understood to be invoking the king's death if he does not do so. The other man, I read that wrong. Invoking the king's death if he does not, the other man must do so, or forfeit the whole of his property and generally his life. This very frequently occurs. For the blacks, in their ardor for revenge, do not regard sacrificing their own lives to bring a palaver on their murderer, which their families are sure to do. Bowditch then cites comparative material from Ahanta, the coastal Akan people, to the immediate west of the Fanti. If a man kills himself on the head of another, the other must kill himself also, or pay 20 ounces of gold to the family, so he can buy himself out of the suicide. In Fanti, the sum is infinitely greater, this being resorted to frequently when there is no other prospect of revenge. This short account of Ademeisa's death is identical to that of his wife, but with the additional interesting detail that the beautiful Ademeisa is still eulogized, and her favorite pattern cloth bears the name amongst the natives, and indeed the existence of this pattern cloth called Ademeisa is attested. The incident later appears in the account by the Scottish merchant and colonial officer Brodie Cruikshank, published in 1853, 18 years on the Gold Coast of Africa. One of a number of crimes of passion Cruikshank records, including homicides and suicides triggered by the verbal uttering of an oath. And it's interesting to note that textually Cruikshank's material does not seem to be recycled from either Sarah or from Bowditch. The fame of Ajua Amisa, Cruikshank writes, of Cape Coast is kept alive in the memory of the natives by the songs which they sing in the honor of her death. People are still alive who remember the great beauty which hurried her to an early grave. Let me conclude. Now, aside from the intriguing possibility of the saga, of the historicity of the saga itself, and the valuable incidental data on various Akan mortuary customs, I think two themes emerge here as potentially important to my overall project in thinking about death in Ghanaian history. The first, obviously, is suicide and its entanglement with homicide, particularly that provoked by notions of honor, by vengeance, and by romantic passion. Now, Megan Vaughan, in a recently published chapter on a book written with Walima Kalusa, Death, Belief, and Politics in Central African History, notes that it has generally been accepted or assumed that African societies historically have had very low rates of suicide. While the absence of statistical evidence may prevent that assumption ever from being either proved or disproved, Vaughan argues, through the lens of a sequence of coroner's inquiries into suicides in late colonial Malawi, this is the 1940s and 1950s, she argues that the intellectual history of suicide in Africa can at least shed some light on the issue. Now, accounts of suicides on the Gold Coast going back to at least the turn of the 18th century may be used to this end, and they may tell us much about society in the fiercely commercial world of the coastal towns in this era of the slave trade. As Megan points out, a rare early paper on the topic published in the South African journal
African Studies in 1952, previously Bantu Studies, argues for a fourth category of suicide that should be added to Durkheim's pioneering typology he wrote back in 1897, what was called Samsonic suicide or suicide of revenge. My second conclusion comes back to this notion of the power of the word. That is the potentially deadly authority, the magical incantatory power unleashed by the verbal swearing of a sacred oath. Speech could kill. It could kill ontologically, but it also could kill judicially and in reality. Now, this, of course, is far from peculiar to African societies. A point recently undermined by an interesting book written by the historian Melissa Moore, Holy Shit, A Brief History of Swearing. And Moore's not simply interested in swearing as an cursed word, she's interested in the incantatory power of speech, and we see this in many societies in many different periods. The uttering of oaths has been generally important, but the uttering of oaths was of profound importance in the Akan world, serving to activate volatile and capricious ritual power and often triggering legal processes that resulted, as we've seen in the tragedy of Amoise and Adamisa, in violence and in death. Thank you. Ringraziamo il professor Parker anche per le varie osservazioni metodologiche che hanno costellato la sua conferenza di oggi. Introduco il professor Fabio Viti dell'Università di Modena e Emilia. Anch'egli ha una pluralità di identità nella sua formazione e anche nella sua attività professionale, in quanto tra Francia e Italia sono svolte e si svolgono ambedue, quindi tra Siena, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, e attualmente è anche membro come ricercatore associato all'Institut des Mondes Africains e di altre istituzioni parigine di carattere antropologico, etnologico. Gli do la parola per parlare dell'ultimo, è la nostra ultima conferenza di oggi, anzi di tutta la classe, Corps, Reliques et Pouvoir, Baoulé, Côte d'Ivoire. In this moment it is not possible. At 11:30 we have No, lo dico io quando si c'è, faccio una sequenza alla fine, verso la fine. Io lo lascio così, ma potete spegnere, le faccio un gesto io, oppure può lasciarlo sottofondo. Sì, lo lasci pure così, Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ces journées pour m'avoir invité, ce qui me permet de revenir sur des matériaux assez anciens et sur un terrain avec lequel j'ai renoué depuis 2 ou 3 ans, donc le terrain baoulé de Côte d'Ivoire. Alors, les baoulés dont il sera question ici occupent une vaste région au centre de la Côte d'Ivoire. Ils appartiennent à l'ère culturelle Akan, la même des Ashanti, dont ils constituent la marge occidentale. Mais les influences des populations de l'Ouest, Mandé et Kou, sont nombreuses, notamment en matière de chants funéraires et de rituels. Dans leur histoire, les Baoulés ont donné vie à une formation politique assez particulière, que l'on pourrait définir comme caractérisée par une forme de centralisation périphérique. J'utilise cette formule, cette espèce d'oxymorone. Il s'agit d'une mosaïque dense de micro-États souverains, indépendants, que l'on appelle les Mvlé dans la langue locale, et qui correspondent aux tribus dans les langages coloniaux et qui sont devenus plus ou moins les cantons administratifs des années 1930.
Jusqu'à la conquête coloniale, chacun des Saint-Velay avait un territoire autonome, précisément délimité, un appareil étatique, une vie des cours, une vie politique centrée autour de la figure du famien, les souverains, les rois, les chefs suprêmes, sa famille et ses notables. Le symbole de l'unité d'une Velay était et demeure constitué par les trésors, les regalia, et les sièges propres à chaque souverain et signe de sa légitimité dynastique. L'alignement des sièges dans certaines occasions cérémonielles constitue la matérialisation d'une généalogie dynastique. Alors, si l'on compare la complexité de l'appareil étatique ashanti, la nature politique d'un Velay baoulé se caractérise par une forme de pouvoir faiblement institutionnalisé. Le pouvoir personnel du famien prévaut sur l'institutionnalisation des charges, des offices et des fonctions et fait penser plutôt à un pouvoir de type charismatique, fortement centré sur la personne et la personnalité du chef, et donc assez éloigné de l'appareil des pouvoirs ashanti dont les baoulés sont issus historiquement, qu'Ivor Wilkes avait qualifié de bureaucratique. Le pouvoir dans les petites monarchies baoulées est donc incarné dans la figure, dans la personne du souverain, du famien, et dépend à large mesure de ses capacités et qualités personnelles. Cet aspect fragilise en quelque sorte la stabilité et la continuité d'un Velay, très sujet aux aléas des successions et aux personnalités de leurs chefs. Ce pouvoir charismatique donc, de ces hommes forts a un pouvoir de la personne constitué de deux qualités fondamentales et distinctes, mais non séparées. Les fanga, qui désignent la force matérielle, la puissance, et les timi ou timu, qui indiquent en revanche une force intérieure spirituelle. On pourrait définir la forme de pouvoir propre en Velay baoulé des pouvoirs faibles des hommes forts. Pouvoir faible au sens de faiblement institutionnalisé et homme fort au sens d'individus dotés de qualités personnelles particulièrement marquées. Parmi ces qualités personnelles et singulières figurent bien évidemment les corps royaux, les corps du famien qui confèrent au pouvoir politique du roi une dimension charnelle, incarnée. Ce qui est bien évidemment un trait, ou peut devenir un trait de faiblesse. Donc le thème du corps du roi est commun à toutes les formes des pouvoirs monarchiques, quelle qu'elle soit leur époque, dimension, importance et milieu culturel. Il s'ensuit que le traitement du corps du roi, en vie et après sa mort, constitue un souci constant et un sujet de réflexion pour les sociétés dont l'unité est garantie, voire incarnée, par le corps du roi et son intégrité physique. Ce souci va d'ailleurs bien au-delà de ce qu'on appelle les royautés divines au sens strict. Et de ce point de vue, toute royauté ou chefferie africaine participe d'une idée bien partagée de sacralisation du souverain, de sa personne et de son corps, véritable corps souverain entouré de précautions et objet de nombreux interdits. Les Velay baoulés ont différemment réagi et survécu à la conquête coloniale française du début, à cheval entre le 19e et le 20e siècle, qui a été très violente et destructrice, ce qu'on a un peu oublié dans le temps, et à la création des institutions politiques modernes, d'abord coloniales et ensuite propres à l'État indépendant. Aujourd'hui, les fonctions des famiens encore en charge sont limitées à l'administration de la justice coutumière et à des activités rituelles. Ces chefs n'étant reconnus que de manière très officieuse et très partielle par les institutions ivoiriennes. L'assise du pouvoir des famiens n'est souvent même plus l'ancien territoire du canton colonial, mais elle se réduit à une chefferie villageoise. Je puis observer cette évolution plus particulièrement dans deux Velay baoulés, celui des Aïtou du Sud et celui des Nanafouekri. Les premiers, empêtrés dans un conflit de succession sans issue, sont restés sans chef depuis 1947, date de la mort du dernier chef des cantons. Depuis, ils n'ont plus de chef. Chez les seconds, donc les Nanafoué, en revanche, la succession des Nana Boyo Kofi, décédés en décembre 1987, s'est faite régulièrement
Et son successeur, Jacome Bertin, est toujours en exercice presque 30 ans après. Donc les funérailles de Nana Boikofi, que j'ai connues en 1983 et il est décédé en décembre 1987 et les funérailles ont été célébrées à Takis Alekro en août 1988, vont constituer le cœur de ma communication. En l'absence de rituels d'initiation ou de rites annuels ou périodiques stables, les funérailles constituent certainement l'expression rituelle de loin la plus importante dans la vie sociale et religieuse baoulée. Par conséquent, les funérailles des chefs sont le rituel central de la vie politique et dans la vie de la cour, marquant non seulement l'organisation correcte du trépas du chef décédé, mais aussi l'attribution de son héritage matériel et la nomination de son successeur. Normalement, les funérailles doivent suivre d'une année ou de plusieurs mois la mort du famien. Celle-ci est initialement tenue secrète, ayant recours à une formule consacrée, un euphémisme disant que le roi a mal aux pieds ou mal aux jambes. Tout le monde comprend alors de quoi il s'agit sans que le décès ne soit pour autant annoncé. Dire le roi est mort est interdit et une sanction est prévue en cas de violation de ce tabou de la parole. L'annonce que le roi a mal aux pieds était autrefois accompagnée de l'enterrement secret de la dépouille mortelle ou de son occultation en lieu caché, suspendu sur une clé en vue de son dessèchement. Le reste, donc des ossements en cas d'enterrement ou un corps desséché, presque momifié, était ensuite déterré et récupéré pour pouvoir procéder aux funérailles, à la présence du corps du famien, du corps mortel du famien, partiellement reconstitué et enveloppé dans ces pagnes d'apparat. Aujourd'hui, ces pratiques sont remplacées mais avec une continuité, je dirais, logique, sont remplacées par la conservation en chambre froide à la morgue, qui permet à distance de mois ou d'années de pouvoir exposer les corps intacts dans une chambre mortuaire, une chapelle ardente, lors des obsèques publiques. Ce décalage temporel entre le décès et les obsèques permet de parler des funérailles secondaires ou de double sépulture selon la formule consacrée depuis Robert Hertz. Même si la première sépulture provisoire est désormais remplacée par la conservation à la morgue, qui a le même effet de soustraire les corps du défunt à la vue et au dire des sujets et de les conserver intacts dans ces cas pour les obsèques. L'exhumation des restes ou la levée du corps, aujourd'hui conservé à la morgue, marque donc le début des funérailles secondaires. Précédées de longues préparatives, les funérailles peuvent durer plusieurs semaines, même si les rituels les plus importants sont aujourd'hui concentrés dans l'espace d'un week-end pour des raisons pragmatiques. De la levée du corps du vendredi à son enterrement définitif le samedi ou le dimanche selon les opportunités. Les obsèques sont ponctuées de danses, chants mortuaires, veillées funèbres, consommation ostentatoire de nourriture et des boissons, salve de fusils, exécution du tambour parleur, immolation d'animaux, ou autrefois des victimes humaines, des esclaves. Les clous du rituel est toutefois constitué par l'interrogation du cadavre. Le cadavre du famien en vue d'identifier les causes de sa mort et déterminer son héritage matériel et sa succession politique. Et je projetterai tout à l'heure une séquence que vous voyez déjà de l'interrogation du cadavre, mais pour l'instant on reste en suspens. Les causes de la mort doivent toujours être identifiées de manière à pouvoir apaiser l'esprit du défunt et l'accompagner dans l'au-delà, les blolos, répliques mystiques, comme on dit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, du monde des vivants. Dans le cas du famien, son état de santé se trouve particulièrement exposé aux différends et aux conflits qui peuvent venir troubler l'unité, l'harmonie de la communauté. Les famiens se trouvent donc dans une position délicate, fragile, je dirais, vis-à-vis de tous les motifs des mésententes qui peuvent miner son état général de santé et les conduire à la mort. Car c'est sur sa personne mortelle qui viennent se condenser les problèmes de sa famille, de sa communauté.
le Famien Baoulé n'est pas un roi divin au sens strict que Fraser a donné à cette notion. Tout d'abord, il n'y a aucune trace de régicide. Et en outre, l'état de la nature, la santé, la fertilité des hommes et des animaux, la fécondité de la terre, etc., l'état de la nature ne dépend pas de l'état de santé du roi. C'est plutôt l'inverse. Ce sont les dissensions, les mésententes, les conflits entre les hommes qui peuvent miner, affecter sa santé. Dans un champ de veillée funèbre, le famien est comparé à un tas d'ordures, un lieu où tout le monde décharge ses déchets. Tout se passe donc comme si les conflits et les tensions au sein de la famille et de la communauté produisaient des scories, des toxines destinées à s'accumuler dans le corps mortel du roi et miner sa santé. Donc c'est plutôt le corps du roi qui ressent des problèmes plutôt que l'inverse, le déclin de la santé du roi qui se répercuterait sur la nature. Le corps du roi en tant que tel est particulièrement exposé aux effets des nuisances de la mésentente et nécessite des précautions rituelles particulières. D'autant plus que le roi, comme on dit, prend sur soi tout ce qui touche ces sujets et en particulier les agissements des membres de sa famille. La personne du roi, du famien, est particulièrement forte par définition, mais également surexposée à tous les dangers, à tous les actes de malveillance dont, bien évidemment, les attaques en sorcellerie tiennent une place de choix. Ainsi, donc, la première interrogation du cadavre, qui a lieu après l'enterrement définitif, doit tout d'abord établir les responsabilités de la mort du famien. En vue de l'interrogation du cadavre, des restes du corps du défunt sont prélevés tout de suite après la mort, avant même la toilette funéraire. Il se compose des cheveux, des poils pubiens et des rognures d'ongles, des doigts, des mains et des orteils. Représentant la tête, les sexes et les extrémités, ces fragments reconstituent les corps du mort. Ces restes sont réunis dans un paquet à l'intérieur enveloppés dans un chiffon et placés à l'intérieur d'un brancard, d'une civière faite des planches en bois ou des cannes de bambou recouvertes d'un tissu. Le tout mesure environ 2 mètres de longueur, 40 cm de largeur, des dimensions qui rappellent celles du corps entier, qui pourrait aussi être porté pour être interrogé, porté sur la tête, puis on verra. Donc on procède ainsi à la reconstitution d'une représentation d'un corps-objet qui survit à la mort du corps mortel du famien, les prolongeant comme son double. Cet objet, qu'on appelle la quata, un brancard, donc, censé représenter le corps du famien, est porté sur la tête par des nécrophores, les aloufouets, des spécialistes dotés d'une sensibilité particulière et des protections magico-médicamentales contre la contagion de la mort. Un troisième homme, un notable spécialement désigné à cet office, interroge les cadavres, lui posant des questions à haute voix, devant tout le monde, sur la raison de sa maladie, les causes de sa mort, bref, sur son mécontentement. À ces questions, le corps porté sur la tête par les aloufouets a 2 possibilités de réponse. Il répondra par l'affirmative, venant toucher par 3 fois les mains levées de l'interrogeant, ou bien par la négative, secouant à droite à gauche, il peut aussi ne pas répondre, évitant de bouger, hésitant ou reculant légèrement. Donc ces réponses, entre guillemets, de l'Akpata sont extraites par petits bouts, par approche progressive, par tentative et erreur. La civière ne parle pas. Elle peut seulement répondre de cette manière mécanique aux questions qui lui sont posées. Et il y a des questions qu'on ne peut pas poser. Donc, on n'aura pas de réponse. Il ne faut pas non plus penser que la Pata révèle des secrets ou des vérités cachées. Au contraire, elle dit ce que tout le monde sait déjà, mais ne peut pas être dit par les communs des mortels, parce que c'est le corps du roi qui est interrogé et c'est le corps du roi qui répond. Les accusations suivent la logique lignagère. Les
niveau utérin, par exemple, est par définition et au-delà de sa volonté, de ses actes, le principal responsable de la maladie et de la mort de son oncle maternel. De même, l'héritier et successeur du défunt sera son frère cadet selon la ligne héréditaire établie. La première partie de l'interrogation du cadavre concerne donc la recherche des causes du décès. La civière procède par ses mouvements à l'accusation de quelques-uns des présents, allant toucher ses mains ou bien, en son absence, indiquant allant vers sa maison, son habitation dans les villages. C'est ainsi qu'au vu et au su de tout le monde, la civière représentant les corps du famien identifie un ou plusieurs responsables de sa mort qui seront par la suite jugés, amendés, pardonnés, en échange de leur admission de responsabilité. La deuxième partie de l'interrogation concerne en revanche la désignation du successeur, suivi de l'établissement de l'héritage matériel du famien. Et cette troisième partie a lieu dans la cour familiale. Cependant, la désignation du successeur, en revanche, se déroule dans la grande place du village. La civière incarnant le roi défunt vient toucher par 3 fois les mains levées de l'un des présents, l'extrayant matériellement du cercle des notables et les désignant par contact direct et aux yeux de tout le monde comme les successeurs. Plus tard, pendant une séance réservée aux membres de la famille élargie, la civière procédera à la répartition de l'héritage des biens matériels du défunt. C'est basant sur l'autorité du corps du famien qu'elle incarne, la civière indique, littéralement montre, désigne, dénonce et accuse avec une évidence matérielle, visuelle, qui effraie les présents. Ces jugements ont la force de l'ordalie et n'admettent pas de réplique. Venons donc, après cette description sommaire du fonctionnement de l'interrogation du cadavre, il faut revenir à cet objet, l'akpata, la civière, le brancard, et se poser quelques questions autour de sa nature. Tout d'abord, de quoi la civière est-elle le substitut? Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au moment de la désignation par contact du successeur du famien décédé? Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, ces 2 questions, il faudra revenir bien sûr à l'univers des croyances et des représentations propres au monde baoulé, mais on pourra aussi s'en éloigner pour se référer à d'autres traditions intellectuelles comme celles de notre histoire ancienne et médiévale, en particulier des monarchies d'ancien régime. Ceci, non pas seulement par souci des comparaisons ou par goût des comparaisons, ce qui m'intéresse, c'est surtout la possibilité de mettre en résonance certaines pratiques et certaines conceptions qui, sans avoir évidemment d'origine commune ni d'influence l'une sur l'autre, présentent néanmoins des traits de ressemblance dignes d'attention. Alors, qu'est-ce qu'est l'akpata portant les reliques du famien? Ces petits restes qui reconstituent la personne. Est-elle un substitut, un simulacre, un réceptacle, un symbole, une représentation? La réponse à ces questions n'est pas univoque, n'est pas facile, l'akpata ayant en partie au moins toutes ces qualités. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'elle n'est pas une effigie, une image. Il n'y a pas, comme le dirait Louis Marin, il n'y a pas de portrait du roi. Dans l'univers des représentations baoulées, où le corps matériel du famien peut être conservé, mais pas figuré. De même, selon l'interprétation que Florence Dupont en donne, l'imago, les masques des cires des aristocrates romains, peut être considéré comme un équivalent des ossements, une partie du corps et non pas son image, au sens contemporain du terme. Donc, à partir de ces suggestions, l'akpata, on peut dire, fonctionne comme les corps du famien défunt, au même titre que l'imago, au sens romain, fonctionnait comme les corps de l'empereur défunt. Pour cela, il faut que l'akpata, comme l'imago, soit, c'est toujours Florence Dupont, soit une partie du corps du roi, la trace du mort, et non pas son image. L'akpata constitue donc aussi une représentation du corps mortel du famien,
mais pas son image. D'ailleurs, comme l'écrit Carlo Ginzburg, les termes même des représentations désignaient en ancien français précisément les mannequins en bois, en cuir ou en cire, donc les corps reconstitués du roi défunt, qui présidait à ses obsèques, placés aux côtés du corps mortel, exprimant ainsi de manière tangible la théorie juridique du double corps du roi, au sens que cette expression a donné Kantorowicz. Un corps concret du roi, son corps individuel, et un corps abstrait représentant sa dignité. Selon la thèse bien connue de Kantorowicz, dans l'Occident chrétien, les monarques ont deux corps, l'un humain, l'autre divin. Deux corps dont à la mort on célèbre les doubles funérailles, enterrant le premier et proclamant l'immortalité du second. Dans cette théorie théologico-politique du corps royal, inspirée selon Louis Marin du modèle de l'Eucharistie, il y a donc deux corps. Les corps de dignité incorruptibles et éternels et les corps individuels sujets à toutes les misères et les passions de la nature. Citation de Louis Marin. Oh, toute proportion gardée, cet aspect se retrouve aussi dans les concessions et les pratiques rituelles baoulées. L'Akpata représente et remplace les corps mortels du famien dans les séances d'interrogation que l'on peut aussi bien pratiquer portant les cadavres tout entiers. Autre élément de ressemblance, la civière accompagne les corps, y est associée, juxtaposée. Pendant les funérailles, pendant la veillée, l'Akpata est conservé à côté du lit funéraire où se trouvent les corps du famien et son interrogation commence avec sa sortie de la chambre mortuaire. De plus, au cours de longues séances d'interrogation, la civière peut revenir à plusieurs reprises dans la maison du défunt, transformée en chambre mortuaire pour se ressourcer, pour puiser de nouvelles énergies et s'en inspirer. Elle revient à la maison pour ressortir. En tant que représentation du corps du roi, l'Akpata assume donc toute l'ambiguïté de ces termes représentation. À la place de la réalité représentée, elle donne à voir une absence. En même temps, en rendant visible la réalité qu'elle représente, elle est l'exhibition d'une présence, pour reprendre les termes de Roger Chartier. Cependant que Carlo Ginzburg souligne une constante oscillation entre les pôles de la substitution et celui de l'évocation mimétique. Non pas présence, mais effet de présence, précise Louis Marin au sujet de la représentation, pouvant faire comme si l'autre, je cite Louis Marin, faire comme si l'autre, l'absent, était ici et maintenant les mêmes, et souvent mieux que les mêmes. Mais représenter peut être aussi montrer, donc mieux que les mêmes, montrer, intensifier, redoubler une présence. L'intensification redouble alors la substitution. Par rapport au mannequin posé aux côtés du corps ou au catafalque vide des funérailles royales d'Ancien Régime, l'Akpata évoque certes une présence, mais davantage sous la forme d'un double, portant les restes du famien dont le corps mortel peut être différemment conservé et exposé pendant ses obsèques. Double du corps du roi, donc, son remplacement à la limite, mais non pas son image et surtout pas son imitation. Il n'y a certainement pas de ressemblance physique entre l'Akpata et les famiens, même si les dimensions peuvent rappeler vaguement celles d'un corps ou d'un soutien du corps. Comme s'il pouvait y en avoir, des ressemblances entre les mannequins et les rois d'Ancien Régime, ou entre le roi et son portrait. Pas de ressemblance, mais de la continuité physique, par dédoublement du corps, les substances qui composent l'Akpata étant issues directement du corps mortel et mort du famien. Ces aspects des restes ou des reliques est fondamental dans la qualification de l'Akpata en termes de double du corps du roi. La civière est réellement le corps du roi, dont elle porte des fragments significatifs, non pas une simple métaphore, mais plutôt une métonymie, une partie qui tient lieu de tout. Double immortel et éternel du corps mortel et éphémère, puisque les fragments conservés pourront être réutilisés indéfiniment, tandis que les supports de la civière, les cannes de bambou, pourront être démantelés à la fin des funérailles et reconstitués si nécessaire plus tard pour de nouvelles interrogations des caractères divinatoires.
La qualification de l'Akpata comme double de la personne doit toutefois être précisée, sachant que le roi, comme toute personne baoulée, a déjà un double s'agissant de son clan, esprit personnel déterminé par son jour de naissance, âme, selon certaines traductions, esprit, siège de ses qualités morales et de son destin personnel. En fait, l'Akpata est surtout un dédoublement fonctionnel du corps du roi défunt, destiné à l'incarner au cours d'un rituel précis et lui survivant après son enterrement définitif. Mort ou vivant, le corps du roi est un corps signifiant. Toutefois, par rapport au roi européen du Moyen-Âge ou de la Renaissance, le corps du famille ne peut pas être écrit dans les textes et montré dans les images. C'est encore Louis Marin, une référence en essai fondamentale. Le corps glorieux du roi baoulé n'a pas son portrait qu'il contemplerait lui-même. Seul l'Akpata, portant ses restes, est un signe iconique, royal, efficace et performatif, puisque le corps du roi y est réellement présent. L'Akpata est donc un double substantiel et pas seulement un simulacre du corps royal. Par sa composition faite de restes significatifs, extraits du corps sans en compromettre l'intégrité physique, l'Akpata n'est pas seulement un moyen de contact avec l'esprit du défunt. Bien plus important, elle atteste une présence immanente du famille, une présence corporelle, comme cela apparaît encore plus nettement dans la partie de l'interrogation du corps destinée à désigner les successeurs. Dans cette deuxième partie de l'interrogation, donc la désignation du successeur, la civière désigne, indique publiquement son successeur, allant toucher par 3 fois ses mains et l'extrayant du petit groupe des notables réunis. Je vous montre cette séquence. Si on... Non, je devrais faire ça. Donc la séquence qui est partie toute seule, j'ai l'impression. Je voudrais commencer par une autre... Voilà, là c'est la civière, donc l'Akpata, qui sort de la chambre mortuaire, elle fait irruption, hein, elle est vraiment, c'est une espèce de lancement, hein, elle surgit de là où jusqu'à l'avant-veille, il y avait le corps du roi dans son lit mortuaire. Une séquence, je sais pas, voilà. Même chose, hein. Là vous voyez comme elle est portée, il y a 2 personnes, hein, qui sortent donc de la chambre mortuaire. Là, c'est la partie publique dans la grande place. Ce qu'on remarque en bas, c'est la civière fait 3 tours autour d'un petit siège, un tabouret en bois, hein, que vous voyez entre les 2 hommes qui portent la civière. Et elle fait 3 fois comme pour prêter serment. Et ça, c'est le siège des ancêtres. Donc, c'est le symbole, l'incarnation de la légitimité dynastique. On prête serment devant les ancêtres. Là, c'est le moment, c'est le clou du rituel de succession. Il y a tous les notables qui sont réunis, ses enfants, ses frères. Il y a un messier au milieu que vous voyez qui regarde nulle part. Il voudrait être ailleurs. Et c'est l'héritier désigné qui va être extrait littéralement, matériellement. Vous voyez que la civière, elle part avec une forte vitesse. Hein. Là, les images ne sont pas excellentes parce que c'est des captures d'images, captures d'écran, donc un peu rudimentaires. La vidéo a été tournée en 1988, donc c'est un support VHS, et on a dû faire avec Riccardo Putti, qui est l'auteur de ces images que je remercie, on a dû faire un peu une opération un peu rapide pour tirer ces images. Donc la civière, avec une séquence rapide, va chercher un monsieur qui est le frère cadet du défunt et l'extrait matériellement et le touche. Hein. Lui, il est vraiment capturé par la civière. Hein. Il ne peut pas se soustraire. C'est un moment très fort qui fait suite à quelques heures quand même d'interrogation du cadavre. Donc il y a ces moments vraiment importants du contact. Hein. Ce contact physique est fondamental à mon sens. Il y a en ces moments précis un passage de la substance immanente d'un corps à l'autre
Une transmission qui double celle de la généalogie équivaut comme une véritable investiture à la présence du siège des ancêtres. La mort du famille, je conclus, la mort du famille et plus précisément ses funérailles sont peut-être paradoxalement les moments où son pouvoir, le pouvoir de sa personne, se rend le plus manifeste et visible aux yeux de tout le monde. Aucune autre cérémonie n'est si importante et gratifiante pour les familles que celle concernant la célébration de son départ de ce monde, l'enterrement définitif de sa dépouille mortelle et son accession au rang d'ancêtre. Ce sont ces funérailles qui constituent son sacre, mais c'est une célébration en creux de sa puissance posthume. Je dirais, il n'y a des pompes que funèbres. Le corps du famille n'est glorieux et ne suscite le maximum de déférence qu'après sa mort, lorsque rien ne peut plus l'atteindre, l'affecter. À la mort du roi, son corps privé et mortel se sépare de son corps public politique, qui se perpétue dans ses restes placés dans l'Akpata et par ses biais dans le corps de son successeur, par transmission directe, par contact. Comme cela lui arrive rarement en vie, dans son lit mortuaire, les familles habillées de ces pagnes d'apparat et parées de bijoux qui constituent avec les chasse-mouches également exposées une partie importante de ses régalias et qui seront retirés au moment de son ensevelissement. Tout se passe comme si le moment du départ constituait en même temps sa consécration, le sommet de son pouvoir. Tout d'abord, de son pouvoir de transmission du pouvoir incarné dans sa personne à une autre personne. Et peu importe que la succession doive suivre des règles établies, au demeurant assez élastiques et interprétées de manière toujours négociable. Ce qui compte, c'est que l'instant de la succession est constitué par ce toucher répété 3 fois, cette espèce de contamination positive d'un corps à un autre corps, ce contact direct entre le corps mystique du roi défunt et le corps mortel de son successeur ainsi désigné et élevé à la dignité royale en ce moment. Le choix réel du successeur, qui revient aux notables, aux faiseurs des rois, compte au fond moins que cette sorte de confirmation qui a lieu par la transmission par contact direct d'un corps à un autre corps, à la présence non seulement des sujets, mais aussi du siège des ancêtres, caution à la fois morale et politique de la légitimité posthume du défunt et de celle à venir de son successeur. Après la mort, les funérailles secondaires et l'enterrement définitif, les reliques sont conservées pour être utilisées dans de nouvelles interrogations à venir, et la dépouille mortelle est ensevelie définitivement, tandis que ces restes restent, pour ainsi dire, constituant un corps mystique et politique, enfin réunifié et frappé du signe de l'immortalité. Questa conferenza e per tutto l'apparato ermeneutico estremamente sofisticato che ci è stato reso presente oggi in tutte e tre i discorsi che sono stati condotti oggi. Ovviamente ci troviamo davanti ad una situazione di diversità geografica e storica molto notevole e tuttavia penso che ci siano anche dei tratti che uniscono i papers di oggi, per cui io do inizio alla discussione. Io ho in mente tante cose che potrebbero essere discusse. Non abbiamo molto tempo, possiamo scegliere diciamo liberamente l'ordine con cui fare le domande. Vermondo? Une petite question. Si j'ai bien vu là-dedans, il n'y a que des hommes à cette cérémonie. Donc les femmes n'ont aucun rôle dans ces questions. Quelle est la situation? Peut-être je me trompe, c'est seulement l'image comme ça. Je réponds tout de suite, il y a des femmes. Il y en a là. Alors si je prends la flèche, je brûle. Enfin, il y a des femmes, faites-moi confiance. Notamment, il y a une figure fondamentale dans tous les cycles rituels qui est la sœur du roi et qui est une figure politique fondamentale qui préside aux funérailles, qui est vraiment la vraie
dolorosa de la situation. Elle porte un deuil strict et elle a un rôle sur tous les plans. Très brièvement, s'il y a des conversions de rois au catholicisme, si tu connais des conversions du roi ou du famien au catholicisme ou à l'islam, et si ça comporte des différences dans la cérémonie funéraire. Oui, alors Nana Boyo Kofi était, le défunt en question, mort en 87, était, on dit, animiste en Côte d'Ivoire. Donc il pratiquait la religion locale, disons, le culte des ancêtres, le culte de la terre. Jaume Bertin, l'héritier, c'est un instituteur catholique dont les funérailles n'ont pas encore eu lieu et donc on ne sait pas quel sera les changements. Il y a une chose qui m'a beaucoup frappé dans la littérature sur par exemple les funérailles François Ier au XVe siècle et que j'ai fait mienne. Il faut compter, les funérailles précédentes ont eu lieu en 64, puis 88. Bon, les prochains, je lui souhaite longue vie, ne sont pas à l'ordre du jour. Alors, des funérailles qui ont lieu une fois par génération, c'est peut-être un hasard, disons une durée de règne assez importante. Qui se souvient des funérailles de 64 en 88? Qui se souviendra des funérailles en 88, qui ont lieu en 88, quand il y aura les prochaines funérailles royales? Moi, je sais une chose, que le film qu'on a tourné à cette occasion a été projeté, il manquait, 15 ans après, il manquait encore un rituel de clôture parce qu'il y avait un problème, une mésentente. Pour faire le dernier rituel de clôture, pour remettre les personnes dans l'ambiance, ils ont projeté ce film qui dure 1 heure et cela a permis de replonger dans l'atmosphère et pouvoir clore les rituels à l'aide de ces films. J'espère, je crois imaginer que les prochaines funérailles seront faites aussi sur la base de ces documents. Parce que la mémoire rituelle n'est pas toujours, comment dirais-je, disponible et active. Il y a toute une génération qui a disparu, évidemment, c'est normal. C'est pas évident qu'on sache faire des funérailles royales tous les 25 ou 30 ans. Il n'y a pas des musulmans chez les Baoulés, c'est complètement imperméable. Mais il y a une christianisation qui est importante, qui touche aussi les chefs, christianisation de différentes églises, catholiques, chrétiennes, catholiques protestantes, et un peu moins, je dirais, pentecôtistes. Altre domande sulle altre due relazioni? Io intanto comincerei con I will begin with a question for you about the area. It was very interesting to me to understand the intentional double meaning that the Tertullian is using in his passage, and this is very important. I think that it is a new acquisition, and I would like to know if it is possible to trace the history of area in literary texts, and for example, now Augustine, and if it is mentioned, I don't know, or in other African authors, and if there is a difference in meaning between epigraphic use of area and literary use and ideological use of area. Thank you. The word area is used many times, but not with the specific funerary meaning in other literary texts. In North African inscription, area is quite rare. It's much more common, but just to mean the plot in Italian epigraphy. So no, it's a word that